des funérailles avant le lever du soleil. Une enquête de Miss Marple, chapitre 1. Les cloches de Pinmarsh Hollow. À l'automne 1948, le village de Pinmarsh Hollow s'étendait sous un ciel couleur d'étain, vieilli, et le vent qui descendait des crêtes de Mendip charriait des effluves d'aubépines humides et de fumée de cheminée. C'était le genre de matin où les commerçants s'arrêtaient sur le seuil de leur boutique, un balai à la main et une vague impression de mauvais augure dans l'autre, sans pouvoir en expliquer précisément la raison. Le courrier était en retard. Le lait, lui, était arrivé en avance. Et Madame Hattie Quill, qui tenait la mercerie au coin de Wren Lane, avait entendu les cloches de St. Cuthbert sonner à 5h20 ce matin-là, bien avant que le sacristain ne soit censé les faire sonner, et bien avant que quiconque au village ne soit réveillé. Elle était restée debout à la fenêtre de sa chambre, en robe de chambre de flanelle, à compter. 11 coups, puis le silence, puis 4 autres, 15 en tout, ce qui n'avait aucun sens, car la sonnette de passage sonnait 9 pour un homme, 6 femmes pour une femme, 3 pour un enfant, et 15 n'était un nombre qu'elle n'avait jamais entendu. Le temps qu'elle enfile ses bas et descende mettre la bouilloire en marche, son mari était déjà à la porte de derrière, coiffé de sa casquette, disant qu'il montait voir ce qui se passait. Il s'avéra que le révérend Anselme Trou avait été retrouvé au pied de l'escalier du clocher, la nuque brisée et la corde encore enroulée 2 fois autour de ses poignets. Le sacristain, monsieur Pevey, l'avait découvert à 5h30. D'abord blême puis verdâtre, et s'est assis sur la dernière marche près du corps pendant près de 10 minutes, avant de se sentir assez fort pour se rendre au poste de police. À 7h, l'agent Larche était sur les lieux. À 7h, le sergent Bellamy était arrivé de Wells. Et à 8h30, la nouvelle avait fait 2 fois le tour du village et commençait, un 3e tour, en Jolivet. Jane Marple l'apprit de la chroniqueuse de sa cousine Florence, une jeune fille robuste nommée Pip, qui venait 3 matins par semaine pour effectuer les travaux pénibles. Pip arrive au cottage de Holyoke Lane dans un état d'agitation haletante, son chapeau de travers, et annonça, avant même d'avoir ôté son manteau, que le vicaire était mort et que Madame Quill avait entendu les cloches sonner 15 fois, ce que tout le monde interprétait comme un signe. « Un signe de quoi, ma chère ?» demanda doucement Miss Marple en levant les yeux de son tricot. Elle était en visite à Florence pour l'automne. Florence souffrait de la hanche, et 15 jours à Pinmarsh Hollow s'étaient prolongés, comme c'est souvent le cas lors de ces séjours, en 1 mois puis, en 6 semaines. « À propos de son meurtre, mademoiselle, » dit Pip, les yeux écarquillés. « Parce que 15 n'est pas un nombre correct. Personne sonne 15 à moins qu'il ne se soit passé quelque chose d'étrange. »« Je vois, » dit Miss Marple. Elle posa son tricot et contempla un instant la petite horloge en étain sur la cheminée. Puis elle se leva et alla chercher son manteau. Florence, installée dans le salon avec une bouillotte et un exemplaire de la vie à la campagne. Elle regarda sa cousine partir avec l'air résigné d'une femme qui connaît Jane depuis longtemps. « Tu vas regarder, n'est-ce pas ?»« Je pensais aller faire un tour à l'église, » dit Miss Marple en nouant son foulard. « C'est tellement inquiétant pour le village. On a vraiment envie de rendre visite à la pauvre Madame True. »« Vous ne connaissez pas Madame True ?»« Non, » répondit Miss Marple. « Mais je le ferai très prochainement. » Elle s'engagea dans l'allée, où les feuilles des tilleuls prenaient une teinte de thé léger et tombaient en doux amas intermittents. L'église se dressait au sommet de la colline, son clocher normand trapu se détachant des toits. Tandis qu'elle marchait, Miss Marple laissa son esprit vagabondeur, comme souvent, sur les petites incohérences qui commençaient déjà à s'accumuler. 15 coups de cloche. Une corde enroulée 2 fois autour du poignet d'un homme censé être tombé. Le sacristain qui avait ouvert l'église à 5h30, alors qu'elle n'ouvrait normalement qu'à 7h, et le révérend True lui-même, un homme qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois, au vêpres le dimanche précédent, mais qui lui avait paru, même lors de cette brève rencontre préoccupée. Elle s'engagea sur le porche et aperçut, regroupés près du porche sud,
4 personnes qui semblaient peu enclines à se trouver ensemble. L'une était le constable Larche, très jeune et très rose, un carnet à la main. L'une était M. Pévey, le sacristain, le visage grisonnant. Une autre était une grande femme en manteau noir, dont Miss Marple ignorait encore le visage, mais dont l'allure laissait deviner une nuit blanche. Quant au 4e, dos au porche, il s'agissait d'un homme mince aux cheveux noirs, vêtu d'une veste en tweed, qui se retourna au bruit de ses pas et se révéla être le docteur Adercombe, le médecin du village, que Miss Marple avait déjà rencontré lors d'un thé au presbytère et qui lui avait paru un peu trop prompt à répondre. Il leva son chapeau. « Miss Marple, mauvaise affaire. Très mauvais, dit-elle. Je suis venu voir s'il y avait quelque chose à faire. » La grande femme vêtue de noir se retourna. Son visage était fin, d'une beauté sévère, et ses yeux étaient d'un gris ardoise froid, comme après la pluie. « Qui êtes-vous? »« Madame True, je présume ?» dit Miss Marple, en inclinant légèrement la tête par politesse. « Je suis Jane Marple. Je loge chez ma cousine, Florence Bantry, à Hollyoake Lane. Je ne veux pas vous déranger, mais je tenais à vous présenter mes plus sincères excuses. » Madame True l'observa longuement, puis elle dit d'une voix peu expressive. « Merci, vous pouvez entrer au presbytère si vous le souhaitez. Je ne peux plus rester ici. » C'est ainsi que Miss Marple, qui était partie simplement pour se rendre à l'église, se retrouva 5 minutes plus tard conduite à travers la porte d'entrée d'une maison où un homme avait, selon toute apparence, été assassiné par la femme qui, dans toute enquête menée correctement, aurait été la première personne soupçonnée du crime. Une maison aux rideaux tirés. Le presbytère de Pinmarsh Hollow était une longue et basse maison de briques rouges, agrandie à maintes reprises au fil des siècles, avec un salon, embaumant, la cire d'abeille et les chrysanthèmes, et un bureau au fond dont la porte était entr'ouverte. Madame True, dont le prénom Miss Marple l'avait maintenant appris, était Verity, les conduisit sans cérémonie au salon et sonna pour le thé, un geste qui semblait plus machinalement qu'hospitalier. « Vous me pardonnerez, » dit-elle en s'affaissant dans un fauteuil. « Je ne le suis pas, je ne suis plus moi-même. »« Bien sûr que non, » dit Miss Marple. « Personne ne le pourrait. » Un silence s'installa. Madame True fixa la cheminée froide. Puis, brusquement, elle dit « Ce n'était pas l'homme que les gens croyaient, vous savez. » Miss Marple, qui rangeait ses gants sur ses genoux, leva les yeux avec un air d'attention douce et tout à fait sincère. « N'est-ce pas? »« Non. » Les lèvres de Madame True se pincèrent. « Je ne vais pas faire semblant, Miss Marple. Je n'aimais pas mon mari. Je ne l'aime plus depuis 15 ans. Mais je ne l'ai pas poussé dans ces escaliers, quoi qu'en pense le sergent Bellamy. Je suis sûr que personne ne suppose. Tout le monde le suppose, soit, ou le suppose. » Elle laissa échapper un petit rire sans joie. « C'est un petit village. J'y vis depuis assez longtemps pour savoir comment ça marche. » La servante, une jeune fille maigre au visage strié de larmes, apporta le plateau de thé et ressortit sans dire un mot. Miss Marple versa le thé, car Madame True semblait avoir oublié qu'elle devait le faire, et lui tendit une tasse. « Madame True, » dit-elle doucement, « puis-je vous demander si votre mari avait des ennemis ?» La femme lui lança un regard perçant. « Vous posez la question très directement, pour une inconnue. J'ai constaté, dit Miss Marple avec un petit sourire d'excuse, que dans ce genre de situation, la franchise est parfois une forme de bienveillance. » L'indirect ne fait que prolonger le malaise. Verity True resta longtemps silencieuse, puis elle dit « Oui, il avait des ennemis. Pas beaucoup, mais suffisamment. Anselme c'était un homme charmant et intelligent qui aimait s'intéresser aux gens, aux affaires des autres. Il tenait un livre. Un livre, un carnet en cuir gris. Il y écrivait tous les dimanches soirs, après les vêpres. J'ignore ce qu'il contenait. Il le gardait enfermé dans le tiroir du bas de son bureau. Mais je sais que, ces 3 dernières années, 2 paroissiens ont quitté le village subitement après des entretiens privés avec lui. Et l'un d'eux, le vieux Major X, s'est suicidé dans son verger. Je ne dis pas que mon mari est responsable de ces événements, Miss Marple. Je dis seulement que je ne le pleure pas entièrement. Miss Marple posa sa tasse de thé avec précaution. A-t-on retrouvé le carnet?
Je n'ai pas regardé. Le gendarme a dit qu'il ne fallait pas déranger le bureau. Je vois. Elle marqua une pause. Et vous, Madame True, où étiez-vous ce matin entre 5 heures et 5h30? Au lit, endormie, seule. Elle soutint le regard de Miss Marsensillé. Mon mari et moi n'avions pas partagé la même chambre depuis 1933. Personne ne peut le confirmer. Je sais à quoi ça ressemble. Oui, dit Miss Marple pensivement. Je sais aussi à quoi ça ressemble. On entendit la porte d'entrée s'ouvrir, puis des voix dans le couloir. Le baryton grave du sergent Bellamy et la voix plus légère, légèrement nasillarde, d'une personne que Miss Marple ne connaissait pas encore. Un instant plus tard, la porte du salon s'ouvrit et un jeune homme entra, grand, blond, peut-être 28 ans, avec la démarche assurée de quelqu'un qui avait grandi dans la maison. Il s'arrêta net à la vue de Miss Marple, puis s'approcha aussitôt de Madame True et lui prit la main. « Maman, ils veulent me poser des questions. »« Bien sûr que oui, Rolf. Où étiez-vous » demanda-t-il, presque avec colère. « Je suis venu immédiatement après avoir entendu parler de vous. J'étais au manoir, je suis descendu par le bois. Voici Miss Marple, dit Madame True, en insistant à peine sur le nom, comme pour le prévenir. Elle a été très aimable. Le jeune homme, Rolf True, de toute évidence, fit une brève révérence distraite à Miss Marple. Il avait les yeux gris de sa mère, mais là où les siens étaient froids, ils étaient simplement fatigués. « Comment allez-vous » dit Miss Marple. « Je ne vous retiendrai pas. Vous aurez beaucoup à faire. » Elle se leva et prit ses gants. Arrivée à la porte, elle s'arrêta, se retourna et dit, presque comme une pensée après coup. « Madame True, excusez-moi, mais les cloches. Avez-vous entendu les cloches ce matin » Verity True leva les yeux. « Les cloches ? Non. Je n'ai rien entendu. Rien du tout ? Rien. Je dors à l'arrière de la maison. La tour est à l'avant. »« Bien sûr, dit Miss Marple. »« Bien sûr que oui. Merci. » Elle sortit seule. Dans le couloir, elle rencontra le sergent Bellamy, un homme d'une 50aine d'années à la mâchoire carrée, qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant, mais qui, après avoir été présenté, la regarda avec la suspicion patiente d'un policier, qui soupçonne une dame âgée d'avoir des opinions. « Juste une petite chose, sergent, » dit Miss Marple. « Je me demandais si vous pouviez me dire. La corde autour du poignet du révérend True était-elle la corde de la cloche elle-même, ou une autre corde ?» Le sergent cligna des yeux. « Une autre corde, en fait. Une cordelette. Mais comment ?»« Oh, dit-elle avec un petit sourire vague. Je me posais simplement la question, parce que la cloche, voyez-vous, aurait sonné très différemment si c'était la corde de la cloche. Bonjour, sergent. » Elle sortit dans le froid, laissant le sergent planté dans le couloir, la bouche légèrement ouverte et l'inviction grandissant en lui à chaque seconde qu'il allait avoir de sérieux ennuis avec la vieille dame de Hollyhock Lane. Chapitre 3. À la main et à l'encre. Le Hand and Anchor était le seul pub de Pinmarsh Hollow, et à midi, son petit salon aux poutres basses était aussi bondé qu'un baptême. Des ouvriers agricoles, qui auraient dû être au champ, avaient trouvé des raisons soudaines et pressantes de venir au village. La postière, Mademoiselle Tibet, avait fermé son guichet 20 minutes plus, tôt. Et derrière le comptoir, Reuben Mayle, le tenancier, s'activait avec la satisfaction grave et délibérée d'un homme dont le moment de gloire était enfin arrivé. Miss Marple n'avait pas prévu de déjeuner à l'auberge Hand and Anchor, mais la cuisinière de Florence était alitée, victime d'un de ces maux de tête, et un bol de soupe à l'auberge était la solution la plus simple. De plus, Miss Marple était, de son propre aveu, une femme qui aimait écouter. Elle prit place à une petite table dans un coin, commanda une soupe et un verre d'eau d'orge, puis croisa les mains. La conversation dans le petit salon était facile à suivre. Les principaux intervenants étaient au nombre de 3. Monsieur Pevey, le sacristain, qui avait déjà raconté 4 fois l'histoire de la découverte du corps et s'apprêtait à en raconter une 5e. Madame Kill, la mercière, qui avait compté les cloches, et un homme corpulent et rougeau, vêtu d'un gilet à carreaux, que Miss Marple identifia, d'après les allusions faites à son sujet, comme étant un certain monsieur. Bramall Singh, fermier à Combend,
et qui, de l'avis général, avait été au premier rang de tous les conflits paroissiaux ces 10 dernières années. Et je dis, disait monsieur Pevey. Révérend, dis-je, cette tour n'est pas sûre par grand vent, vu l'état de ses escaliers, et vous ne devriez pas y monter seul, surtout pas à cette heure-ci. Et il rit et dit, Pevey, dit-il, j'irai quand je voudrais. Eh bien. Avait-il l'habitude de monter à cette heure-là? Demanda madame Kill. Pas régulièrement, non, mais parfois, lorsqu'il avait un sermon en tête, il montait réfléchir. Il disait que l'air y était plus pur. Et la porte de la tour? Demanda un maigre ecclésiastique en col romain, que Miss Marple n'avait pas remarqué auparavant. Assise seule à la table voisine avec une demi-bouteille d'amer. Était-elle fermée à clé à votre arrivée? M. Pevey se retourna. Pardon, M. Standish. La porte de la tour, était-elle verrouillée? Non, monsieur. C'était ouvert. Enfin, entr'ouvert, poussé. Fit le pasteur, et il retourna à sa bière. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense, dit M. Alsing d'une voix forte, en posant ses coudes sur le comptoir. Je pense que c'est ce garçon. Rolf, vous verrez. Un court silence s'installa. Madame Quill dit, Bram, ne fais pas ça. Je dirai ce que je veux dans mon village. Ce garçon et son beau-père se détestaient. Tout le monde le sait. Il y a eu cette histoire de testament. Bram. Et la dispute dans le cimetière à la Saint-Michel dernière, vous l'avez tous entendu. C'était une affaire privée, a déclaré M. Pevey d'un ton réprobateur. Affaire privée, mon œil. La moitié de la paroisse a entendu le révérend dire à ce garçon qu'il n'était même pas digne d'hériter d'un poulailler, et encore moins de Pinmarsh Hall. Miss Marple, sirotant sa soupe, laissa son regard se poser sur le pasteur à la table voisine. Il n'avait pas levé les yeux à l'évocation du testament, ni à celle de Rolf. Mais au mot sale Pinmarsh, une légère contraction au muscle du coin de son œil s'était produite, et sa main, qui soulevait le verre, s'était arrêtée une fraction de seconde. Elle termina sa soupe. Au moment de se lever pour partir, elle s'arrêta près de sa table et dit, d'une voix légèrement interrogative, « Excusez-moi, mais êtes-vous M. Standish, le vicaire ?» Le pasteur leva les yeux. C'était un homme d'une trentaine d'années, au visage long et intelligent, et aux yeux très fatigués. « Je suis Edwin Standish. Puis-je vous aider ?»« Je m'appelle Marple. Je loge chez Madame Bantry. Je voulais simplement vous dire que j'ai assisté au vêpres dimanche et que j'ai trouvé votre lecture de l'Ecclésiaste très belle. »« Vous êtes gentil, » dit-il avec un petit sourire triste, bien que j'avoue que je n'étais pas moi-même ce soir-là. « Non, le révérend True et moi, nous avons eu une dispute cet après-midi-là, à propos des comptes de la paroisse. Une bêtise, vraiment, une bêtise. Les désaccords concernant les comptes sont souvent, dit doucement Miss Marple, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Bonjour, Monsieur Standish. Elle s'engaga dans l'allée et entreprit le lent retour vers Hollyhock Cottage, repensant à ce qu'elle avait appris. Un vicaire avec un carnet rempli de secrets, une épouse qui ne l'aimait pas, un beau-fils qui le haïssait, un curé en conflit avec lui au sujet de l'argent, un sacristain qui avait ouvert l'église à 1 heure indue, un médecin trop prompt à donner des réponses, et une porte de la tour qui aurait dû être verrouillée mais qui ne l'était pas. Elle pensa que cela ressemblait un peu au marché du samedi à Sainte, Mary Mead, où l'on repartait toujours avec plus de paquets que prévu, et pas toujours ceux qu'on avait en tête. Chapitre 4. Le carnet gris ce soir-là, le sergent Bellamy, après avoir recueilli les témoignages des membres de la famille, du vicaire et de 3 ouvriers agricoles qui se trouvaient sur le Crowd. Chemin entre 5 et 6 heures ce matin-là, s'assit dans le bureau du presbytère avec le constable Larche et s'adressa au bureau du défunt vicaire. Le tiroir du bas était verrouillé. Le sergent sortit un petit trousseau de clés qu'il avait pris dans la poche du gilet du défunt et les essaya une à une. La 4e tourna sans problème. Le tiroir s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient divers papiers. Des notes de sermon, un registre paroissial, une enveloppe de lettres ficelées et, posé dessus, un mince carnet relié en cuir gris. Le sergent le sortit. Il jeta un coup d'œil à Larche, qui observait la scène avec une fascination franche. « Vous ne direz rien de ce qu'il y a là-dedans, agent ?»
Jusqu'à nouvel ordre. Oui, monsieur. Le sergent ouvrit le livre. Ah, comme l'avait dit Madame True, il s'agissait d'un registre. Les entrées étaient datées, du printemps 1945 jusqu'à ce mois-ci. Elles étaient écrites au crayon d'une petite écriture très lisible. Elles n'étaient pas toujours compréhensibles pour un étranger. Beaucoup se résumaient à des initiales et de brèves observations, mais leur caractère général était indéniable. MH a avoué concernant son fils. Il ne dira pas lequel. Il surveille double de près. Madame P, l'affaire du frère. Paiement effectué par l'intermédiaire de la banque de Bristol. Elle ignore que je suis au courant. IS, encore des comptes. Il croit que je ne vois pas. Je vois. BH, le chalet, la fille. Ça ne durera pas. Il faut lui dire qu'il ne peut plus continuer V. Et ici un long trait, et en dessous rien. R, la question des lettres de sa mère, incapable de se décider. Le sergent Bellamy tourna la page. La dernière entrée datait de 3 jours avant le décès. Demain soir, après les vêpres, il viendra à la tour. Je lui ai laissé jusque-là. Le sergent siffla très doucement entre ses dents. « Monsieur » dit le gendarme Larche. Il attendait quelqu'un, Larche, dans cette tour, à cette heure-là. Quelqu'un à qui il avait donné un ultimatum. « Qui, monsieur ?»« Voilà » dit le sergent Bellamy en refermant son carnet. « Ce que nous allons découvrir. » Mais ce n'était pas comme le sergent allait devoir l'admettre plus tard, ce qu'il allait découvrir, car le carnet, bien qu'il leur en apprenne beaucoup sur la personnalité d'Anselm True, ne mentionnait pas l'identité de la personne venue à la tour ce matin-là, les initiales S. Il pourrait s'agir d'Edwin Standish. Il pourrait tout aussi bien s'agir de toute autre personne dont le sergent n'avait pas encore entendu le nom. Et la dernière entrée, il viendra, était, avec la cruelle pudeur des morts, dépourvu de tout pronom qui aurait pu leur indiquer s'il était un paroissien, un collègue, un fils ou un inconnu. Le sergent rangea son carnet dans sa mallette et rentra chez lui dîner, très irrité. Ce même soir, Miss Marple s'assit près du feu de Florence avec son tricot et demanda à Florence, qui connaissait tout le monde dans 3 paroisses, de lui raconter, s'il vous plaît, tout ce dont elle se souvenait au sujet du Major X, l'homme qui s'était suicidé dans son propre verger. Chapitre 5. Ce dont Florence se souvenait. Le Major Wilbur X, dit Florence, en s'installant plus confortablement dans son fauteuil avec l'air d'une femme à qui l'on a donné la permission de bavarder pour une bonne cause, était l'homme le plus gentil de la paroisse, et je ne veux pas entendre un mot contre lui, même maintenant. Je ne devrais même pas y penser, dit Miss Marple. Il est descendu de Londres en 1139. Il a acheté l'Old Mill House. Il avait travaillé dans la City. Je n'ai jamais vraiment compris quoi. Quelque chose en rapport avec le transport maritime. Et sa femme était morte jeune, et il avait un fils, Walter, qui, lui, causait beaucoup de soucis. En quoi un procès? Surtout de l'alcool. Et, eh bien, Jane, je préfère ne pas en parler. Il y a eu des histoires. Une fille à Bristol. De l'argent prêté et non remboursé. Le major a payé les dettes de son fils 2 fois, 3 fois, voire plus. Et puis, au printemps 1946, Walter est sorti un soir pour danser à Frome et n'est jamais revenu. On a retrouvé la voiture dans la rivière. Le garçon, lui, avait disparu. Le corps n'a jamais été retrouvé? Jamais. Il y a eu une enquête. Verdict ouvert. Le major, enfin, il n'était plus le même après ça. Il gardait espoir, vous voyez. Il descendait tous les soirs jusqu'au pont, à regarder l'eau. Je crois qu'il n'a jamais vraiment cru que Walter était mort. Et puis, à l'automne 1947, l'année dernière, il s'est suicidé. Dans le verger, avec son vieux revolver de service. Il n'a laissé aucun mot. On a dit que c'était le chagrin qui avait fini par le rattraper. Mais vous ne le dites pas. Florence hésita. C'était une femme sensée, peu encline aux fantaisies. Mais c'était aussi une femme qui avait longtemps vécu dans un petit village et qui, au fil des décennies, avait développé une oreille fine pour ce qui était dit et ce qui était sous-entendu. Je dis seulement, répondit-elle prudemment, que 2 jours avant sa mort, le major est revenu du presbytère, gris comme la cendre. Mon Tom l'a vu dans la ruelle et lui a demandé s'il n'allait pas bien. Le major a seulement dit « Le mari de Florence, Tom,
était, rappelons-le, vivant à cette époque. Le major a seulement dit « Un homme peut supporter presque tout, Monsieur Bantry, sauf la perte de la bonne opinion qu'il a de lui-même. » Et Tom a trouvé ça étrange, et moi aussi, quand il me l'a dit. Et 2 jours plus tard, le major était mort. Miss Marple tricota en silence pendant un instant, puis elle dit « Florence. Le major Hicks avait-il d'autres membres de sa famille? À part le fils qui s'est noyé. Une sœur, je crois, à Bath. Elle est venue pour les funérailles. Une petite femme brune. Pas vraiment comme lui. Son nom? Pierce, je crois. Madame Pierce, une veuve, Madame Pierce. » Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent. « Et est-ce que Madame Pierce vient encore à Pinmarsh Hollow? » Mais Jane, justement. Elle a loué Honeysuckle Cottage sur la route de Frome. Depuis Pâques seulement. Elle a dit qu'elle voulait être près de l'endroit où son frère avait vécu. Les gens ont trouvé ça touchant. « Vraiment? » demanda Miss Marple. « Oui. J'ose même dire que oui. » Elle posa son tricot et fixa le feu, et Florence, qui la regardait, sentit un léger frisson de malaise la parcourir, et regretta d'avoir raconté cette histoire, tout en se sentant irrationnellement heureuse. Chapitre 6. Une visite au chalet Honeysuckle. Honeysuckle Cottage se dressait au détour de la route de Frome, une petite chaumière à la porte verte, et au jardin récemment et très soigneusement entretenu. Les chrysanthèmes avaient été pincés au moment opportun, les dahlias avaient été déterrés. La haie de buis avait été taillée à ras. Le lendemain matin, Miss Marple, remontant le chemin avec un pot de gelée de mûre de Florence dans son panier, observa le jardin avec l'admiration d'une experte pour une autre. La porte s'ouvrit sur une petite femme brune d'une 60aine d'années, vêtue d'une élégante robe de laine grise ornée d'un camée au col. Ses yeux bruns et perçants embrassèrent Miss Marple d'un seul regard, panier, gelée, gants et tout le reste. « Oui, Madame Pierce, je suis Jane Marple. Je loge chez Madame Bantry, rue Holyoke. Elle pensait que vous aimeriez un pot de sa gelée de mûre. Elle en a fait bien plus qu'elle ne peut en manger, et les mûres près du moulin étaient exceptionnellement bonnes cette année. » Il y eut un bref silence. Puis Madame Pierce dit, d'une voix empreinte d'une courtoisie prudente. « C'est très gentil de votre part. Voulez-vous entrer ?» Le salon de Honeysuckle Cottage était petit, d'une propreté impeccable et dépourvu de toute photographie personnelle. Ce dernier détail attira l'attention de Miss Marple, car la plupart des veuves de 60 ans exposent 1 ou 2 photos, celles de leur mari, d'un parent, d'un groupe de mariage, et Madame Pierce n'en avait aucune. Au-dessus de la cheminée se trouvait une aquarelle de l'abbaye de Bath, ainsi qu'une petite horloge en bronze et une bibliothèque où trônait une Bible, un recueil de cantiques et ce qui ressemblait à une pile de romans policiers. « Vous aimez les mystères ?» demanda Miss Marple avec un petit sourire en désignant l'étagère. Madame Pierce sourit elle aussi, un sourire bref et maîtrisé. « C'est un de mes points faibles. Ils sont apaisants, je trouve. On sait toujours que le méchant sera puni. »« Oui, » dit Miss Marple. « C'est un grand réconfort. » Elles burent du thé. Madame Pierce était polie, mais réservée. Elle parla du village, du temps qu'il faisait, de la difficulté à se procurer du charbon correct. Elle ne parla pas de son frère. Elle ne parla pas du défunt vicaire. Et lorsque Miss Marple, d'un ton d'une sympathie douce et tout à fait naturelle, mentionna que tout le village était très secoué par les événements terribles survenus au presbytère, la main de Madame Pierce, levant sa tasse, resta parfaitement immobile, son visage parfaitement impassible, et elle dit seulement « Oui, c'est terrible. On ne peut que plaindre la famille. Vous connaissiez peut-être le révérend True ?»« Un peu. J'ai assisté à ses offices. C'était un prédicateur. Intéressant. » Je le pensais aussi. Quel choix de texte inhabituel. Il a parlé dimanche dernier de la parabole de l'intendant infidèle. « Ah bon ?» demanda Madame Pierce. « Je n'étais pas au vêpres. J'avais mal à la tête. » Miss Marple posa sa tasse. « Madame Pierce, excusez-moi, je vais être très impertinente. Vous êtes venue vivre à Pinmarsh Hollow à cause de votre frère, n'est-ce pas ?» Ses yeux sombres croisèrent les siens sans ciller. « Oui, ce qui lui est arrivé doit être une grande tristesse pour vous. »« C'est.
Je me suis demandé, dit Miss Marple d'une voix très douce, si votre frère vous avait parlé avant de mourir, à propos de quelque chose qui le tracassait. Un silence s'installa. Madame Pierce posa sa tasse avec précaution sur sa soucoupe. Puis elle dit d'une voix tout à fait calme, « Mademoiselle Marple, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne crois pas que vous soyez une amie de Mavoisie qui m'apporte de la gelée. Quoi que vous soyez, je vous prie de quitter ma maison et de ne plus y revenir. Bonjour. » Miss Marple se leva aussitôt. « Bien sûr, je suis désolé de vous avoir contrarié. »« Vous ne m'avez pas contrarié. Bonjour. » Arrivée à la porte, Miss Marple se retourna. « Juste une dernière chose, Madame Pierce. Votre frère s'est-il tiré une balle de la main droite ou de la gauche ?» La femme à la peau sombre la fixa. Son visage était devenu gris ardoise, presque blanc. Elle ne répondit pas. « Bonjour, Madame Pierce, » dit Miss Marple, et elle sortit. Elle descendit l'allée du jardin très lentement. Arrivée au portail, elle s'arrêta et se retourne. Madame Pierce se tenait à la fenêtre du salon, la regardant partir, et son visage était celui d'une femme qui attendait quelque chose depuis très longtemps, et à qui l'on venait d'annoncer que l'attente touchait peut-être à sa fin. Chapitre 7. La confession du vicaire Miss Marple se rendit de Honeysuckle Cottage à l'église. Elle trouva Edwin Standish dans la sacristie, en train de trier une boîte en fer blanc contenant des papiers paroissiaux. En entrant, elle remarqua ses mains trembler légèrement et qu'il n'avait pas dormi. Il leva les yeux vers elle avec l'air méfiant et angoissé d'un homme qui attend un coup particulier à sa porte. « Mademoiselle Marple, êtes-vous venue me voir? Si je peux me permettre, Monsieur Standish. » Il déposa les papiers. « Alors, asseyez-vous, je vous prie. J'avoue qu'un peu de conversation humaine me ferait plaisir. Le sergent est là depuis ce matin. » « J'imagine que oui. Il m'a posé des questions sur les comptes de la paroisse. » Le jeune homme passa une main sur ses yeux. « Mademoiselle Marple, je vais être tout à fait franc avec vous. J'étais sur le point d'être démasqué. Le révérend True avait découvert il y a 2 mois qu'il y avait certaines irrégularités. J'avais emprunté sur la caisse de l'église 97 livres et 4 shillings. J'avais bien l'intention de rembourser. J'avais une sœur, voyez-vous, en difficulté à Londres, et Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, Monsieur Standish, mais je le veux. Je veux que quelqu'un sache que je ne l'ai pas tué. Je ne pensais pas que vous l'aviez fait. » Il la regarda d'un air sévère. « N'est-ce pas? »« Non. J'aurais dû être très surpris. Vous n'avez pas l'air d'un homme qui l'a fait. Vous avez l'air d'un homme qui a peur qu'on le croie coupable. Ce sont 2 choses bien différentes. » Il laissa s'échapper un petit rire las. « Vous êtes une vieille dame très inhabituelle, Miss Marple. On me le dit si souvent. Monsieur Standish, quand avez-vous vu le révérend True pour la dernière fois? »« Hier soir, après les vêpres. Il m'a parlé dans la sacristie. Il m'a dit qu'il avait pris sa décision. Il a ajouté qu'il me reparlerait mercredi matin, après y avoir réfléchi davantage. Il a dit. » La voix du vicaire s'est légèrement brisée. « Il a dit qu'il était un homme qui croyait en la miséricorde et que je saurais de sa part mercredi si elle serait accordée ou non. Et c'était mardi soir. Oui. Et il est décédé tôt mercredi matin, avant de pouvoir vous faire part de sa décision. Oui, Monsieur Standish, veuillez m'excuser. Où étiez-vous hier matin entre 5 et 6 heures? » Dans ma chambre chez Madame Keel. Endormi. Madame Keel m'a entendu descendre à 7 heures, comme d'habitude. Mais pas avant. Non, je vois. Elle se leva. « Monsieur Standish, une dernière question. Le carnet. En étiez-vous au courant? » Le carnet en cuir gris dans lequel le révérend consignait ses observations. Le vicaire la fixa du regard. « Je ne savais pas que cela existait. »« L'a-t-on retrouvé? » »« On l'a retrouvé. Le sergent l'a en sa possession. Je pense qu'il viendra vous en parler avant la fin de la journée. Ne vous inquiétez pas outre mesure. Vos initiales y figurent, mais celles d'autres personnes aussi. »« Mon Dieu !» dit Edwin Standish à voix basse. « Il tenait des registres. »« Il tenait des registres, » dit Miss Marple. « Oui, je crois qu'il prenait grand plaisir à connaître les autres. Certains hommes aiment ça. Ce n'est pas toujours le pire des vices, mais ce n'est pas le meilleur non plus. Bonjour, Monsieur Standish. Courage.
Je ne pense pas que vous serez pendu. » Elle le laissa assis dans la sacristie, la tête entre les mains, et sortit dans le cimetière. Le vent s'était levé, et les feuilles tombaient à vue d'œil. Elle s'arrêta près d'une tombe qui semblait fraîche, près du mur sud, et lut l'inscription. Wilbur Amond Hicks, Tees, 81, 1947. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Elle resta longtemps là, à regarder la pierre. Chapitre 8. Pinmarsh Hall à la lueur des lampadaires. Pinmarsh Hall se dressait à environ 800 mètres du village, au bout d'une allée de tilleuls. C'était une demeure d'une grandeur considérable, quoique légèrement délabrée. Elle appartenait à la famille True, celle du défunt vicaire, en l'occurrence depuis 4 générations, et Anselm True en avait hérité à la mort de son frère aîné en 1934, après son mariage avec Verity, une veuve, mère d'un jeune fils nommé Rolf, né de son premier mariage avec le capitaine Pamby, mort en mer. Anselm avait installé sa femme et son beau-fils au manoir, mais en 1939, le domaine commença à perdre de l'argent, et en 1941, le manoir fut loué à une maison de convalescence, et la famille s'installa au presbytère. La maison de convalescence avait fermé ses portes en 1946. Le manoir était resté vide depuis. C'est là, le soir du décès de son beau-père, que Rolf True s'était retiré, emportant avec lui une petite valise, une demi-bouteille de whisky, et l'air d'un jeune homme qui a atteint le terme de quelque chose et qui ignore encore ce que l'avenir lui réserve. Miss Marple fut reçue par Rolf en personne, en manche de chemise, l'air encore plus fatigué que la veille. Le salon était éclairé par une simple lampe à pétrole. L'électricité, expliqua-t-il, avait été coupée au départ de la maison de convalescence, et personne n'avait jugé utile de la rétablir. Il lui servit un petit whisky sans qu'elle le lui demande. Et elle l'accepta sans protester, car elle avait remarqué que les hommes en détresse se confient parfois plus facilement s'ils ne sont pas les seuls à boire. « Maman a dit que vous aviez été gentil avec elle. J'espère que oui. Elle est dans un très mauvais état. Elle ne le montre jamais, mais cela l'a profondément affectée. J'en suis certaine. » Miss Marple prit une gorgée de son whisky. « Monsieur True, puis-je vous poser une question assez directe? Vous pouvez demander. Je ne promets pas de répondre. Tu es monté au manoir la veille du décès de ton beau-père. Tu étais là quand il a été tué. Tu es descendu par le bois quand tu as appris la nouvelle. Pourquoi suis-je descendu? Pourquoi es-tu monté? Dans une maison vide et non chauffée, par une froide nuit d'automne. » Il ne répondit pas tout de suite. Il fit tourner le verre de whisky entre ses doigts, puis il dit à voix basse. « Parce que si j'étais resté au presbytère cette nuit-là, Miss Marple, je l'aurais tué. Dites-moi. Il est venu me voir lundi après-midi. Il m'a dit qu'il avait trouvé des lettres. Des lettres que ma mère avait écrites avant son mariage avec lui, à mon vrai père. Le capitaine Pemby. Oui? Pemby n'était pas morte lorsqu'elle a épousé True. La lampe vacilla. Rolf ne leva pas les yeux. Il l'avait abandonnée en 1919. Disparu. Porté disparu en mer en 1922, lorsque son navire fut signalé coulé au large des Açores. Mais il n'était pas à bord. Il s'était laissé déclarer mort pour des raisons qui lui étaient propres. Il réapparut en 1925. Il écrivit à ma mère. Elle était déjà mariée à True à cette époque. Elle ne le dit pas à True. Elle répondit à Pemby et lui dit qu'elle le payerait pour qu'il reste loin d'elle, ce qu'il fit. Il mourut cette fois pour de bon en 1934, à Marseille, de la typhoïde. Et les lettres, ces lettres, ce sont celles qu'elle a écrites à Pemby en 1925, 1926 et 1927. Elle suppliait de rester loin d'elle et lui promettait de l'argent. Elle prouve que son mariage avec Anselm True était bigame. De 1925 à 1934, ma mère a été mariée à 2 hommes. Et moi, je suis le fils légal du capitaine Pamby. Mais Anselm m'a élevé comme son beau-fils. Et la justice aura beaucoup à dire sur tout cela, Miss Marple. Et la plupart des choses seront fort désagréables. Votre beau-père a menacé de rendre cela public. Il n'a proféré aucune menace. Il a dit qu'il réfléchirait et prierait,
et qu'il nous ferait part de sa décision dans une semaine. Il l'a dit, comme si c'était une question de conscience. Comme si nos vies étaient une chose insignifiante qu'il pouvait prendre ou laisser tomber. Je suis monté au manoir parce que j'avais peur de ce que je ferais si je restais. Je suis resté assis ici toute la nuit. J'ai bu cette bouteille. Il désigna la bouteille de whisky vide sur la table. Je ne suis pas descendu au village. Je ne me suis pas approché de l'église. Je le jure, Miss Marple. Je ne l'ai pas tuée. Elle l'observa longuement. Votre mère était-elle au courant pour les lettres? Il le lui a dit dimanche soir, après les vêpres. Je vois. Miss Marple posa son verre. Monsieur True, quelqu'un d'autre a-t-il entendu cette histoire? Seulement vous. Alors gardez-le ainsi, s'il vous plaît, pour le moment. N'en parlez à personne. Pas même au sergent. Je ne sais pas encore quelle est la vérité dans cette affaire, mais je commence à penser que ce n'est pas ce que tout le monde imagine. Bonne nuit, Monsieur True. Elle retourna au village dans l'obscurité, le vent froid lui fouettant le visage, et elle pensa à beaucoup de choses. À Madame Pierce, qui n'avait pas sourcillé lorsqu'on l'avait interrogée sur la main de son frère. Au vicaire, qui avait pleuré. À Rolf True, qui avait bu une bouteille de whisky seul dans une maison non éclairée. À Verity True, qui lui avait dit aussitôt, sans qu'on lui demande rien, qu'elle n'aimait pas son mari. Et elle pensa aussi aux 15 coups de cloche à 5h20 du matin, un nombre que personne ne connaissait. Chapitre 9. Une seconde mort, vendredi matin. 2 jours après la découverte du révérend Anselm, True au pied de l'escalier du clocher. Le village de Pinmarsh Hollow s'est réveillé avec son 2e décès de la semaine. Le corps fut découvert par le laitier, dans le chemin derrière l'auberge Hendon encore, à 6h20. Il s'agissait de celui de monsieur Bram Ulsing, le fermier de Combe End, qui avait tant protesté bruyamment mercredi matin dans le salon contre les méfaits de Rolf True. Il gisait sur le dos, dans le chemin, sa bicyclette à quelques mètres de là, et présentait une profonde blessure à l'arrière-près du crâne, là où celle-ci avait heurté le grattoir à bottes en fer devant la porte latérale de l'auberge. Au premier abord, tout portait à croire qu'il s'agissait d'un accident. Un homme ivre, rentrant chez lui à la nuit tombée, et était tombé de son vélo et s'était cogné la tête. Le sergent lui-même, appelé de Wells pour la 2e fois en une semaine, était tenté de conclure à un accident et d'en rester là. Mais le docteur Coombe, agenouillé près du corps, leva les yeux après un long examen et dit « Il n'est pas tombé, sergent. Il a été frappé, par derrière, avec quelque chose, peut-être un morceau de bois, peut-être une pierre enveloppée dans un tissu, et sa tête a ensuite été placée contre le grattoir à bottes. Êtes-vous certain, docteur? La marque d'impact sur le grattoir est incorrecte. La répartition du sang est incorrecte. L'angle est incorrect, j'en suis certain. Le sergent Bellamy, debout dans l'allée froide du matin, les mains dans les poches, laissa échapper un mot qu'il ne s'autorisait normalement pas à dire en public. Miss Marple apprit la nouvelle de Pip 1 heure plus tard. Elle ne fut pas surprise. Mais son attention s'éveilla d'un coup, comme celle de quelqu'un qui, après avoir tendu l'oreille à un faible bruit, l'a enfin perçu. Elle termina son thé, enfila son manteau et se dirigea, non pas vers la ruelle derrière le pub, la main, l'an et l'encre, où elle ne serait pas la bienvenue, mais vers le bureau de poste. Mademoiselle Tibet, la factrice, était une petite femme aux yeux vifs d'une 50aine d'années, qui connaissait les affaires de chacun et ne les révélait que dans des circonstances particulières, dont un meurtre faisait partie. « Mademoiselle Tibet, » dit Miss Marple après les salutations d'usage, « je me permets de vous poser une petite question. À propos de lettres, à propos d'une personne qui, je crois, reçoit du courrier de Bristol, ou qui en envoie. » Mademoiselle Tibet réfléchit. « Bristol. Bristol. Eh bien, Mademoiselle Marple, entre nous, et je ne devrais normalement pas le dire, Madame Pierce, à Honeysuckle Cottage, a une correspondance régulière avec une adresse à Bristol. Tous les vendredis, elle poste une lettre. Tous les mardis, elle en reçoit une. Depuis combien de temps ça dure? Depuis son arrivée. Pâques. Toujours à la même adresse. Toujours. Et l'adresse. Mademoiselle Tibet hésita. Puis,
avec l'air d'une femme franchissant le Rubicon. Elle dit « Un certain W. Pierce, aux soins du Marineers, Rest, Redcliffe Street, Bristol. » Miss Marple la remercia et sortit dans l'allée. Le vent s'était levé de nouveau. Presque toutes les feuilles étaient tombées. Elle resta un instant devant la poste, le regard dans le vide. W. Pierce, le restaurant des marins, Bristol. Un certain W. Pierce, qui recevait des lettres d'une sœur qui n'en était en réalité pas une, mais une femme qui avait déménagé à Pinmarsh Hollow à Pâques, 6 mois après qu'un homme nommé Walter Hicks ait été déclaré perdu dans une rivière et jamais retrouvé, et 1 an après que son père ait été poussé, par le chantage patient et priant d'un vicaire muni d'un carnet, à se tirer une balle dans la tête dans A criant « Son Verger ». Miss Marple se retourna et marcha, très délibérément, vers le Hand and Anchor, où le sergent Bellamy avait installé son quartier général temporaire dans le salon du fond, et où elle avait l'intention de lui dire, avec sa douce fermeté habituelle, exactement ce qu'elle croyait maintenant s'être passé. Pourquoi, par qui, et ce qu'elle suggérait de faire, s'il voulait bien l'écouter. Mais le sergent, lorsqu'elle le trouva, était un homme affairé et irrité, et Miss Marple, le remarquant, ne dit pas ce qu'elle était venue dire. Elle dit seulement une chose. « Sergent, quelqu'un a-t-il déjà demandé à l'épouse de M. Halsing où était son mari mardi soir ?» Le sergent la regarda d'un air sévère. « Mardi soir, la nuit précédant la mort du révérend True. Quel rapport avec ça ?»« Je ne sais pas, » dit Miss Marple avec un petit sourire d'excuse. « C'est juste une idée qui m'est venue. Un homme qui clame si fort la culpabilité d'un autre, 2 jours après le meurtre, et parfois un homme qui, lui aussi, a connu un sort malheureux cette nuit-là. Veuillez m'excuser. Je ne vous retiendrai pas. » Elle partit. Le sergent la regarda s'éloigner un long moment, puis il envoya l'agent Larche à Combe End pour demander à Madame Halsing où son mari avait passé la nuit de mardi à mercredi. La réponse, reçue 2 heures plus tard, fut que M. Halsing était sorti de 9 heures jusqu'à bien après minuit, qu'il avait dit qu'il rencontrait un homme au sujet d'un cheval au Marineers Rest à Bristol, qu'il était revenu, en sentant l'alcool, très pâle, et qu'il avait refusé de répondre à toutes les questions, et que le mercredi matin, après l'annonce du décès du vicaire, son propre laitier l'avait vu brûler une lettre dans le poêle de la cuisine. En entendant cela, le sergent Bellamy s'assit dans le salon arrière du Hand and Anchor et dit très calmement « Eh bien, je suis. » Il s'est arrêté à temps, mais de justesse. Chapitre 10. La main qui tenait la plume Miss Marple, de retour à Holyoke Cottage en début d'après-midi, trouva Florence dans un état d'agitation considérable. « Jane, il y a eu un homme à la porte. Il demandait après vous. »« Pour moi ?» ?»« Il a dit qu'il venait de Bristol. Il n'a donné aucun nom. Il a dit qu'il reviendrait à 4 heures. » Florence posa la main sur sa hanche. « Jane, je n'aime pas ça. 2 personnes sont mortes. 2. Et toi, tu continues à faire ce que tu fais, et je commence à penser que tu devrais arrêter. »« Florence, ma chère, dit Miss Marple en accrochant son manteau, j'ai presque terminé. Je ne courais aucun danger. L'homme de Bristol ne veut pas me faire de mal. Il souhaite, je crois, qu'on lui dise quoi faire. Que faire face à quoi? À propos de la question de savoir s'il faut se manifester. » Florence s'assit. « Jane, tu me terrifies. Je suis désolé, ma chérie. Nous reste-t-il du gâteau aux graines ?» L'homme arriva à 4 heures, comme promis. Grand et maigre, il avait peut-être 30 ans. Son visage, jadis beau, était désormais ravagé par quelque chose. L'alcool, la maladie, ou tout simplement une vie dissolue. Il ôta sa casquette à la porte et dit d'une voix basse et rauque. « C'est vous la dame. » Celle qui a posé la question. « Oui. Voulez-vous entrer ?» Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme pour vérifier la voix, et entra. Florence, avec un sang-froid remarquable, se dirigea vers la cuisine. Miss Marple fit entrer l'homme dans le salon et lui offrit une chaise. Il s'assit sur le bord en tordant son chapeau entre ses mains. « Je m'appelle Walter Hicks, » dit-il, « bien que je sois Walter Pierce depuis 2 ans et demi. »« Oui, » dit Miss Marple, « je pensais bien que c'était possible. Tu savais ?» « J'ai deviné. La rivière sans corps.
La tante arrivait à Pâques pour vivre près d'un frère dont elle n'avait jamais été proche. Les lettres tous les vendredis et tous les mardis, le carnet du vicaire, qui mentionnait un versement effectué par une banque de Bristol à une certaine Madame P. qui ignorait qu'il était au courant. Cela formait une sorte de schéma. « Monsieur X, pourquoi êtes-vous venu ?» Il fixa le sol. « Parce que j'ai lu les journaux. Le vicaire est mort. Halsing est mort. Et la seule personne, outre eux, qui savait que j'étais vivant, c'était ma tante Marjorie, Madame Pierce. Et je n'ai pas reçu de lettre d'elle depuis mardi. Et j'ai peur, mademoiselle. J'ai peur qu'elle ait fait quelque chose. Et j'ai peur qu'elle fasse pire. Racontez-moi, dit doucement Miss Marple, depuis le début. Et Walter Hicks, qui avait été Walter Pierce, le lui a dit. Il avait été un débauché et un ivrogne. Il avait causé bien des soucis à son père. La nuit du prétendu accident, il s'était disputé avec la jeune fille de Bristol qui l'harcelait, avait précipité sa voiture du pont dans un état d'ivresse extrême, et avait rampé hors de la rivière à 3 kilomètres en aval, à moitié mort, pour ensuite continuer à marcher. Dans l'étrange lucidité de cette nuit-là, il lui avait semblé qu'on lui offrait une chance de se débarrasser de lui-même. Il était allé chez sa tante Marjorie à Bath. Elle l'avait accueilli. Elle n'en avait parlé à personne. Elle avait pris soin de lui. Elle l'avait aidé à devenir Walter Pierce. Son père l'avait cherché pendant des semaines. Il ne s'était pas présenté. Il avait été lâche, disait-il. Il n'avait pas pu se résoudre à rentrer chez lui. Et puis le vicaire l'a découvert. Oui, mademoiselle. Comment? Ma tante n'en est pas certaine, mais elle pense que son frère, mon père, savait. Vers la fin. Je crois qu'il se préparait à me pardonner. Il était allé à Bath pour interroger tante Marjorie. Il n'avait pas obtenu la vérité, mais je pense qu'il s'en doutait. Et je pense qu'il a dû en parler au vicaire. En confession, je suppose, lui demander conseil. Et le vicaire, dit Miss Marple, au lieu de conseiller votre père avec la simple bienveillance qui aurait dû être son devoir chrétien, en a fait une affaire. Quelque chose à inscrire dans le carnet. Quelque chose à retourner, à méditer et à garder en suspens, tandis qu'un père en deuil attendait sa réponse. « Mon père s'est suicidé, dit Walter Hicks d'une voix devenue presque inexpressive. 2 jours après son retour du presbytère, le vicaire lui avait dit, d'après tante Marjorie, que son devoir de chrétien était de me ramener, de me forcer à affronter mes actes. Que me laisser vivre comme un autre homme était un péché. Il avait dit qu'il lui laisserait une semaine pour réfléchir. Mon père ne pouvait pas le supporter, mademoiselle. Il venait à peine de me retrouver dans sa tête, et le vicaire lui disait de me perdre à nouveau. Il ne pouvait pas le supporter, et ta tante l'a découvert, après coup, grâce au papier de ton père. Oui. Et elle est arrivée à Pinmarsh Hollow. À Pâques. Faire quoi, monsieur Hicks? Il n'a pas répondu. Faire quoi? Répéta-t-elle. Je ne sais pas, dit-il à voix basse. Je ne sais pas. Elle ne me l'a pas dit. Elle a juste dit. Elle a dit que cet homme comprendrait. Elle a dit que la justice était une chose qu'une femme intelligente saurait faire, avec le temps. Et j'ai cru qu'elle voulait dire, j'ai cru qu'elle voulait écrire quelque chose ou le dénoncer. Je n'ai jamais pensé. Halsing, dit Miss Marple. Qu'en est-il de Halsing? Il leva les yeux. Son regard était misérable. Halsing, c'est lui qui m'a prêté de l'argent à Bristol. Celui que je fuyais la nuit de l'accident. C'était une brute. Il est descendu à Bath au printemps dernier pour me retrouver. Je ne sais pas comment il a fait pour me retrouver. Il a exigé de l'argent. Ma tante l'a payé. Il est revenu. Il est revenu 2 fois. Il a dit qu'il avait parlé à un vicaire dans un village qui était au courant de tout. Il en riait. Je pense que Halsing était payé par le vicaire lui aussi. Je pense qu'ils étaient de mèche d'une manière ou d'une autre. Miss Marple ferma les yeux un instant. Puis elle les rouvrit. « Monsieur X, votre tante sait-elle que vous êtes venu me voir? »« Non, mademoiselle. »« Alors vous partez maintenant, discrètement. Vous retournez à Bristol, vous me donnez votre adresse, et je vous préviens quand vous devrez venir raconter ce que vous savez à la police. D'ici là, vous ne devez pas vous approcher de ce village. »« Ah, c'est bien compris? »« Oui, mademoiselle. »« Bien, allez-y maintenant. » Il partit. Elle le regarda depuis la fenêtre du salon.
descendant rapidement Holyoke Lane, les épaules voûtées, sa casquette rabattue sur les épaules. Lorsqu'il eut tourné au coin de la rue, elle resta un instant de plus, la main posée légèrement sur le rideau. Puis elle alla dans la cuisine et dit « Florence, j'aurais besoin de quelque chose de ta part. J'aurais besoin que tu invites Madame Pierce de Honeysuckle Cottage à prendre le thé. Demain. Ici. J'aurais besoin que tu fasses en sorte que cela paraisse être un simple geste de bonté villageoise d'une veuve à une autre. Peux-tu y arriver, Jane? Tu peux y arriver, Florence? Florence, en regardant sa cousine, vit sur son visage une expression qu'elle n'avait vue qu'une ou deux fois auparavant au cours de leur longue relation et qu'elle n'avait jamais appréciée. Oui, Jane, je peux y arriver. Merci, chérie. Chapitre 11. Le thé au cottage Holyoke Pierce est venu prendre le thé à 4 heures le lendemain après-midi. Elle vint à contre-cœur, mais elle vint. Florence avait joué son rôle à la lettre. Un petit mot amical, des excuses pour toute gêne antérieure, le désir de se racheter et d'être solidaire en ces temps difficiles. Madame Pierce, qui n'avait aucune raison particulière de refuser une invitation à prendre le thé de la part d'une veuve respectable souffrant d'une hanche douloureuse, avait accepté avec la courtoisie froide qui la caractérisait. On la fit entrer dans le salon. Florence, avec une admirable assurance, fit les présentations et servit le thé. Miss Marple, vêtue de sa plus belle laine lavande, tricotait paisiblement près du feu. La conversation fut pendant le premier quart d'heure des plus banales. Le temps qu'il faisait, la difficulté à trouver du bon pain, les perspectives pour les roses de Noël. Madame Pierce, peut-être rassurée, laissa ses épaules se détendre légèrement. Elle accepta une deuxième tasse. Elle fit l'éloge du gâteau aux graines. C'est à ce moment-là que Miss Marple, sans lever les yeux de son tricot, dit « Madame Pierce, je suis allée à l'église hier, sur la tombe de votre frère. » La pièce devint très silencieuse. « J'ai lu l'inscription, » poursuivit Miss Marple, sur le même ton doux, presque rêveur. « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il s'agit d'un verset de la 2e épître à Timothée, je crois. Un texte cher au révérend True, paraît-il. Il a prêché dessus 2 fois l'an dernier, une fois à Pâques et une fois à la Toussaint. C'est ce que m'a dit M. Standish. Il m'a été d'une grande aide. Madame Pierce ne dit rien. Sa tasse, à demi levée, restait parfaitement immobile dans sa main. C'est étrange, dit Miss Marple, de trouver sur la pierre tombale d'un homme un texte choisi par celui-là même qui l'a conduit à sa mort. Étrange et cruel de devoir passer devant chaque dimanche matin. Est-ce vous qui avez choisi l'inscription, Madame Pierce? Ou est-ce le révérend True qui l'a choisi lui-même? C'est le révérend True, dit Madame Pierce d'une voix très douce, qui l'a choisi. Il y a tenu. Il m'a dit que c'était un réconfort. Oui, dit Miss Marple, il l'aurait fait. C'était ce genre d'homme. Florence, assise sur sa chaise, ne bougea pas. On lui avait ordonné de ne pas le faire. Madame Pierce, dit Miss Marple, en posant fin son tricot et en regardant, pour la première fois, directement la petite femme brune en face d'elle, je sais, pour votre neveu. Je lui ai parlé. Il est venu me voir hier. Il m'a dit ce qu'il savait, ce qui n'est pas, je crois, tout ce qu'il y a à savoir, mais suffisamment. Madame Pierce posa sa tasse. Sa main était parfaitement stable. « Que voulez-vous, Miss Marple ?»« Je veux que vous me racontiez, dit Miss Marple, avec vos propres mots, ce qui s'est passé mardi soir. » Un long silence s'installa. Le feu crépitait. Dehors, quelque part dans l'allée. Un chien aboya 2 fois puis se tut. « Mon frère, » dit Madame Pierce d'une voix très calme et posée, « était l'homme le plus bon que j'ai jamais connu. Il n'était pas intelligent, mais il était bon. Et quand son fils a disparu, quelque chose s'est brisé en lui. J'ai vu cette fragilité se manifester. Pendant 1 an et demi, j'ai été témoin de sa destruction. Puis Walter est revenu vers moi, vivant, apeuré, à moitié fou. Et j'ai dû faire un choix. J'ai choisi de le garder en vie. C'était la seule chose que je pouvais faire. Je n'ai pas consulté mon frère, car il n'aurait pas pu garder le secret. Il l'aurait crié sur tous les toits, en moins d'1 semaine, fou de joie. Les créanciers de Walter seraient venus le chercher. La police l'aurait arrêté pour fausse déclaration, et nous l'aurions perdu une seconde fois.
mon frère n'y aurait pas survécu. J'ai fait le mauvais choix. Je le vois maintenant. J'aurais dû faire confiance à mon frère. Il nous aurait peut-être tous surpris. Je ne lui ai pas fait confiance. Et j'ai vécu avec ce fardeau. Et j'aurais vécu avec jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai fait la paix avec Dieu à ce sujet. Et puis, au printemps dernier, j'ai appris, grâce à des papiers trouvés dans son bureau après sa mort, que le révérend Anselm True était au courant, que mon frère était allé le voir, en toute confiance, au printemps 1947, que mon frère lui avait dit « Je crois que mon fils est vivant. Je crois que ma sœur l'a avec elle. Que dois-je faire ?» Et le révérend True, au lieu de dire la seule chose qu'un homme doté d'un minimum d'humanité aurait dite, « Allez voir votre sœur, serrez votre fils dans vos bras, ne posez pas de questions », avait répondu « Attendez, priez, laissez-moi réfléchir, revenez me voir la semaine prochaine. » Et la semaine suivante, il avait dit « Votre devoir est envers la vérité. Votre fils doit assumer ses actes. Si vous ne le livrez pas, je le ferai en temps voulu. Prenez une semaine pour y réfléchir. » Et cette semaine-là, mon frère s'est suicidé, parce qu'il ne pouvait supporter de perdre à nouveau son fils, parce qu'il ne pouvait supporter de le voir sombrer, parce qu'il se pouvait supporter ce que le révérend True lui avait dit être son devoir de chrétien. Je suis venu à Pinmarsh Hollow à Pâques. Je suis venu observer cet homme. J'ai assisté à ses offices. Je lui ai parlé sur le perron. Je me suis présenté comme la sœur du Major Hicks. Je l'ai observé. Et j'ai vu, Miss Marple, que c'était un homme qui collectionnait les péchés, comme un autre collectionnerait des papillons. Il les épinglait, les étiquetait et les conservait dans son livre, et les âmes de ceux qu'il avait épinglés ne lui importaient pas, car il croyait, au fond de son cœur, qu'il accomplissait l'œuvre de Dieu. Et puis Bramall Singh est venu me voir, Hal Singh, qui harcelait mon Walter depuis des années. Hal Singh est venu me voir et m'a dit que le vicaire l'avait payé pour des informations sur mon neveu, que le vicaire voulait tout savoir, pour son livre, dans les moindres détails, que le vicaire payait en billets d'une livre, toutes les 2 semaines, au porche de l'église après les vêpres. Hal Singh est venu me demander si je voulais bien le payer. Plus, pour arrêter de raconter. Je l'ai payé tout l'été, et j'ai fait mes projets. Mardi soir, je suis allé au presbytère à 11 heures, par la porte latérale que le révérend laissait toujours ouverte pour les paroissiens en détresse. Je lui ai dit que je venais me confesser. Je lui ai dit que je savais pour le carnet, que je savais pour mon frère, et que j'avais l'intention de le dénoncer à l'évêque. Il fut surpris. Il était en colère. Il m'a dit qu'il me retrouverait au clocher à 5 heures du matin, avant que le village ne soit réveillé, et que nous parlerions là, à l'abri des regards. Il a lui-même indiqué l'endroit. Il pensait, je suppose, qu'il me ferait taire par la peur. Il a imaginé beaucoup de choses à mon sujet, toutes fausses. Je suis rentré chez moi, je suis revenu à 17h45. La porte de la tour était ouverte, comme il l'avait dit. J'ai monté les escaliers. Il était en haut, près du clocher, avec une lanterne. Il m'a parlé pendant quelques minutes. Il m'a dit qu'il avait décidé que j'étais hystérique, que personne ne me croirait, et que je devais rentrer chez moi et oublier l'affaire, sinon il me ferait interner. Il a utilisé ces mots. Interner. J'avais emporté un morceau de cordelette. Je m'étais dit que je l'avais prise au cas où il m'attaquerait, mais je crois que c'était pour une autre raison. Alors qu'il se retournait pour prendre sa lanterne, je me suis placé derrière lui, j'ai passé la cordelette autour de son cou et j'ai tiré. Il est tombé contre la cloche. La cloche a sonné une fois, il s'est débattu. J'ai tiré plus fort. Il est tombé sur le sol du clocher. Je suis une femme menue, mais je ne suis pas faible, et lui c'était un homme sédentaire. Au bout de 2 minutes environ, il était immobile. Je ne voulais pas qu'il tombe dans l'escalier. C'est arrivé par accident, alors que j'essayais de le faire tomber. Il a franchi la dernière marche et a roulé jusqu'en bas. Je suis descendu après lui. J'ai détaché la corde de son cou et l'ai enroulée autour de son poignet, puis j'ai coincé l'extrémité comme si elle s'était accrochée à quelque chose pendant sa chute. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je n'avais pas prévu ça. Avant de partir, j'ai sonné 15 fois. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je crois que je voulais que le village sache que quelque chose avait été fait
que l'affaire était réglée. Je ne pensais pas que quelqu'un compterait, mais Madame Quill a compté, et c'était une erreur de ma part. Quant à Helsing, il est venu me voir mercredi soir, terrifié, réclamant plus d'argent. Il avait entendu dire que le vicaire était mort, et il avait commencé à avoir peur. Il a dit qu'il irait à la police et leur raconterait tout, si je ne lui donnais pas 50 livres sur le champ. Je lui ai dit de revenir jeudi soir. Il est revenu à 10 heures. Je lui ai offert un verre de brandy. Je n'y avais rien mis. Je ne suis pas un empoisonneur. Nous avons discuté. Il a trop bu, comme toujours. Quand il est parti à vélo, je l'ai suivi à pied par le chemin qui débouche derrière le pub, la main et l'encre. Je l'ai rattrapé dans le chemin, où il s'était arrêté pour vomir. Je l'ai frappé à l'arrière de la tête avec une pierre enveloppée dans un chiffon que j'avais pris dans la poche de mon tablier. Il est tombé. J'ai appuyé sa tête contre le grattoir à bottes. Je suis rentré chez moi par le chemin. J'ai brûlé le chiffon dans mon poêle. Madame Pierce avait parlé tout du long d'une voix monocorde et lasse. Elle n'avait pas levé les yeux de sa tasse de thé. Lorsqu'elle eut terminé, elle leva la tasse et but une gorgée, aussi calmement que si elle avait décrit un voyage à Bath. « Je ne regrette ni l'un ni l'autre, Miss Marple. Je tiens à ce que vous le sachiez. Le révérend True a tué mon frère de justesse, avec un sourire. Helsing était une brute qui faisait chanter mon neveu depuis des années. Je ne prétends pas que ce que j'ai fait était bien. Je dis seulement que je ne le regrette pas, et que je suis prêt à en répondre. Si vous comptez aller chercher le gendarme, faites-le maintenant. Je ne m'enfuirai pas. » Miss Marple resta immobile. Après un long moment, elle dit « Madame Pierce, je n'irai pas chercher le gendarme. Il sera là dans l'heure, sans que j'aie à le faire. J'ai déjà fait passer un message au sergent Bellamy par le journal de mon cousin ce matin, avant votre arrivée. Je lui ai simplement dit de venir à Hollyoake Cottage à 5 heures, au sujet de la mort du révérend True. Il viendra, et vous lui direz ce que vous m'avez dit. » Madame Pierce inclina la tête. « Très bien. »« Il y a une chose, dit Miss Marple. Je ne le dis pas pour vous excuser. Je le dis parce que je crois que c'est vrai. Le révérend True était un homme mauvais. Non pas comme les meurtriers et les voleurs, qui au moins agissent au grand jour, mais d'une manière plus sournoise et plus froide. Il exploitait les pires faiblesses humaines et les faisait peser sur les gens, et il appelait cela de l'aide pastorale. J'ai connu 1 ou 2 personnes de ce genre dans ma vie. Je pense qu'elles ne comprennent jamais vraiment ce qu'elles font, jusqu'à ce que quelque chose ou quelqu'un les arrête. Vous l'avez arrêté. Je ne prétendrai pas que vous aviez raison, mais je dirai, le moment venu, que j'ai compris. Et je le dirai au juge, s'il veut bien m'entendre. » Madame Pierce perdit alors son sang-froid pour la première fois. Elle ne pleura pas, mais elle posa sa tasse, joignit les mains sur ses genoux, baissa la tête et dit « Merci ». L'horloge sur la cheminée sonna le quart d'heure. Florence se leva très discrètement et alla à la fenêtre. Le sergent Bellamy remontait l'allée d'un pas nonchalant, comme quelqu'un qui a reçu l'ordre de venir sans en connaître encore la raison. Il approchait de Hollyoake Cottage. Chapitre 12. Ce que le sergent a entendu, le sergent Bellamy écouta Madame Pierce sans l'interrompre. Il avait commencé par s'asseoir dans une attitude de patience professionnelle, son carnet sur les genoux. À la fin, il avait complètement cessé d'écrire et se contentait d'écouter, avec celui à qui l'on a posé une question inattendue, et qui réorganise mentalement une multitude de réponses. Quand elle eut fini, il dit seulement « Madame Pierce, vous m'accompagnerez au poste de police. Je ne pense pas avoir besoin des menottes. » « Vous ne le ferez pas. »« Mademoiselle Marple, vous devrez faire une déclaration. »« Bien sûr, sergent. » Il se leva. Madame Pierce se leva. Florence, à la fenêtre, ne se retourna pas. Arrivée à la porte, Madame Pierce s'arrêta et se retourna. « Miss Marple, puis-je vous demander? Comment le saviez-vous, finalement? Qu'est-ce que c'était ça? » Miss Marple réfléchit. Ce n'était pas un seul détail. C'était une multitude de petits détails. La cloche a sonné 15 fois, un nombre typiquement féminin, Madame Pierce. Un homme, même effrayé, l'aurait sonné 9, 12 ou un nombre significatif. Queens, c'est le nombre d'une personne, je crois, en proie à une vive émotion, qui comptait et s'arrêtait quand elle s'arrêtait. Ensuite,
il y avait la cordelette de la fenêtre au lieu de la corde de la cloche. Quiconque tuerait dans la tour sous l'effet de la passion aurait utilisé la corde à portée de main. La cordelette avait été apportée. Cela signifiait que le meurtrier était venu préparer et comptait faire croire à un accident, mais sans avoir tout à fait réfléchi à la manière de procéder. Cela révélait une personne peu habituée à la violence, mais qui avait pris cette décision. Une femme, pensai-je. Une femme de caractère, mais pas une professionnelle. Et puis, elle esquissa un sourire. Il y avait votre jardin, Madame Pierce. Mon jardin, c'est le jardin d'une femme qui vit seule depuis des années et qui fait tout elle-même, avec une grande méthode. Un homme violent ne cueille pas les chrysanthèmes. Une femme qui craint son mari ne cueille pas les dahlias le jour. J. Votre jardin m'a révélé que vous étiez une femme qui allait au bout de ce qu'elle entreprenait. Et on m'avait déjà dit, au Hand and Anchor, que le vicaire avait été vu avec sa lampe allumée jusqu'à 2 heures du matin mardi, ce qui signifiait que monsieur Standish était éveillé alors qu'il n'aurait pas dû l'être, et qu'il n'était donc probablement pas sorti, et le quotidien de Madame Bantry m'avait rapporté que le laitier de Combe End avait vu le jeune. Monsieur True remontait l'allée vers le manoir à 9 heures mardi soir, une bouteille de whisky visible dans la poche de son manteau. Le vicaire était donc chez lui. Le beau-fils était au manoir. L'épouse était au presbytère, où la bonne l'aurait entendu aller et venir. Personne dans la maisonnée n'aurait pu le faire, ce qui signifiait que c'était quelqu'un d'extérieur au foyer, et il n'y avait qu'une seule personne à Pinmarsh Hollow dont l'arrivée récente, et les questions posées discrètement ces derniers temps correspondaient à ce schéma. « Je suis désolé, Madame Pierce. » Ce n'était, au final, pas très difficile. « Non, dit Madame Pierce, je vois. Je vois que ce n'était pas le cas. » Elle sortit avec le sergent. La porte se referma. Florence finit par se détourner de la fenêtre. Son visage était mouillé. Jane, c'était un après-midi horrible. « Oui, chérie. »« Vont-ils la pendre ?» Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Elle reprit son tricot, l'examina, puis le reposa. « Je ferai tout mon possible, Florence. J'écrirai à l'évêque, homme sensé et ami de l'archidiacre, et à Sir Henry Cleathering, qui est au courant de ses affaires. Je témoignerai avec le plus grand soin. Le carnet sera lu au procès. La vérité sur le major Hicks éclatera. Je pense, j'espère qu'ils ne la pendront pas. Je pense qu'elle ira en prison pour quelques années, que son neveu lui rendra visite et qu'elle ne sera plus la même à sa sortie. Mais je crois qu'elle s'en sortira. C'est le maximum que je puisse espérer et le minimum que je puisse tenter. » Florence s'assit près du feu et pressa son mouchoir contre son visage. « Jane, je ne sais pas comment tu fais pour supporter ça. Je le supporte, » dit Miss Marple en reprenant son tricot. « Car j'ai vécu longtemps, ma chère, et j'ai appris que le mal existe dans le monde, qu'il revêt de nombreux visages, et que certains de ces visages sont ceux de pasteurs, d'autres ceux de petites femmes brunes entourées de jolis jardins, et que la seule chose utile à faire lorsqu'on en est témoin est de dire ce qu'on a vu. Le reste ne me concerne pas. Le reste appartient au juge et à Dieu. » Les aiguilles cliquetaient, le feu se calmait dans le foyer. Dehors, le vent d'automne bruissait dans les feuilles, et les cloches de Sainte Cuthbert, sonnant 6 heures pour les vêpres, résonnaient clairement et sans émotion dans tout le village de Pinmarsh Hollow. Chapitre 13. Des funérailles avant l'aube, les obsèques du révérend Anselm True ont eu lieu le mardi suivant. C'était, à sa manière, les funérailles les plus étranges que le village ait jamais connues. La cérémonie officielle avait lieu à 11 heures, officiée par l'évêque en personne. Une courtoisie que ce dernier se sentait obligé d'accorder, compte tenu des circonstances, bien qu'il eût confié à son aumônier qu'il aurait préféré presque n'importe quel autre engagement ce matin-là. L'église était pleine à craquer. Tout le village était venu, non pas pour pleurer, à proprement parler, mais pour observer. Le banc vide où Madame True n'était pas assise. Elle était partie chez sa sœur dans le Devon pour une durée indéterminée. Le vicaire Hems, Standish lisant l'homélie avec une angoisse palpable.
l'évêque prêchant un sermon mesuré sur l'imperfection de tout ministère humain, et Rolfe True, assis seul au premier rang, très pâle, dans sa cravate noire. Mais le réel des funérailles, tel qu'on s'en souvient à Pinmarsh Hollow, était tout à fait différente. Cela se passa aux aurores, avant le lever du jour. Walter Hicks, désormais Walter Pierce, était descendu de Bristol la veille et s'était rendu au cimetière à 4 heures du matin, dans l'obscurité, muni d'une lanterne, accompagné de Miss Marple. Ils s'étaient tenus ensemble, le jeune homme et la vieille dame, près de la tombe du Major Hicks. « Je ne suis jamais venu aux funérailles, » dit Walter d'une voix tremblante. « Je ne pouvais pas, j'étais caché à Bath. J'ai appris la nouvelle dans les journaux, 3 jours trop tard. Je sais, je ne lui ai jamais dit au revoir. Non. » Il s'agenouilla sur l'herbe froide et posa la main sur la pierre tombale. « Papa, dit-il, papa, je suis désolé. » Il resta longtemps silencieux. Le vent soufflait dans les ifs. La lanterne faiblissait. Miss Marple, un peu à l'écart, les mains jointes dans son manchon, levait les yeux vers le clocher qui se détachait sombrement sur le ciel noir. Au bout d'un quart d'heure environ, Walter se leva. Son visage était mouillé, mais ses épaules étaient droites. « Miss Marple, je me rendrai à la police de Bristol. Aujourd'hui, pour la fausse déclaration et pour les années où j'ai vécu sous une fausse identité. Ma décision est prise. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Tante Marjorie disait que c'était à moi de choisir, et j'ai fait le mauvais choix. Je choisirai le bon maintenant, quoi qu'on me donne. C'est très bien fait, Monsieur X, et je soutiendrai ma tante lors de son procès. Je dirai ce qui est arrivé à mon père, je dirai tout. C'est également bien fait. » Il ramassa la lanterne. Ils marchèrent ensemble, lentement, le long du sentier entre les tombes. Au porche du cimetière, il s'arrêta. « Miss Marple, quelle heure est-il » Elle regarda sa montre à la lumière de la lanterne. 5h20. Il hocha la tête. « À la même heure. » « Oui. » C'était donc aussi une sorte de funérailles, n'est-ce pas? Des funérailles pour lui. Des funérailles avant l'aube. Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit, très doucement, « Pour lui, et pour l'homme qui l'a tué, et pour la femme qui a tué l'homme qui l'a tué, et pour la cloche qui a sonné à la mauvaise heure. Oui, Monsieur X, des funérailles avant l'aube, pour eux tous. Maintenant, rentrez chez vous, prenez votre petit déjeuner et faites ce que vous avez prévu. » Il lui baisa la main, chose qu'on ne lui avait pas fait depuis 40 ans, et qui l'a surpris. Miss Marple resta un moment de plus devant le porche. Le premier coq chanta, quelque part derrière le pub Hand and Anchor. Le ciel à l'est commença à se griser très faiblement. Le clocher de Cuthbert se dressait immobile sur le ciel qui s'éclaircissait, sa corde intérieure toujours pendante, ses escaliers vides et son terrible secret, finalement, révélé. Elle fit demi-tour et rentra chez elle, à Hollyoake Cottage, où Florence avait mis la bouilloire en marche, où il y avait des toasts, le courrier du jour à ouvrir, et où les petites affaires, ordinaires d'une matinée de village, pouvaient reprendre. Le vent était tombé. Le village s'éveillait. Et quelque part, dans une cellule de Wells, une petite femme brune aux mains fermes attendait, avec un calme que ses gardiens avaient commencé, malgré eux, à admirer, quoi qu'il arrive, l'affaire du révérend Anselm True, de M. Bram Alsing, du major Wilbur Hicks, et de tous les péchés reliés de cuir gris, qui avaient été conservés dans un tiroir verrouillé du presbytère de Pinmarsh Hollow, étaient enfin passés de la garde des morts à celle des vivants, ou, pensa Miss Marple, en franchissant sa propre porte d'entrée, de telles choses avaient toujours, en fin de compte, leur place. Elle accrocha son manteau. Elle entra dans le salon. Elle s'assit près du feu. « Florence, dit-elle, y a-t-il du thé ?»« Il y a du thé, Jane. Alors, prends-le, ma chérie. Prends-le tant qu'il est chaud. Et les cloches de Saint Cuthbert. » Lorsqu'elles sonnèrent enfin pour les funérailles à 11h, sonnèrent 9 coups, comme il se devait, pour le décès d'un homme. Un homme qui n'avait pas, au sens le plus strict du terme, été bon, mais qui avait été, malgré tout, une âme humaine, et à qui l'on devait au moins le nombre de coups de cloche appropriés à sa fin. Miss Marple
assise au fond de l'église, les compta à voix basse, et lorsque le 9e coup se fut éteint dans l'air froid d'automne, elle croisa les mains sur ses genoux et baissa la tête. Non pas pour le révérend Anselm True à proprement parler, mais pour toutes les choses cachées que les vivants se font les uns aux autres au nom du devoir, et pour la patience et la terrible ruse de ceux qui, ayant été lésés, décident enfin qu'ils ne le seront plus. Elle pensa que c'était une raison suffisante pour s'incliner. Mais il y avait du temps. Au final, il y avait toujours du temps. La cloche resta silencieuse. L'office commença.